Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Ah, Attends, non, ça y est, prêt à passer au direct. Ah, ok, c'est je parti sais au pas ce moins. qu'il a. Je vois que c'est du Mais direct déjà. ok, Salut à tous. bien. Eh bien, bonsoir à tous, à nouveau. Et désolé pour cette interruption, mes problèmes techniques. On avait perdu la connexion entre Facebook et StreamYard. Et donc, il a fallu tout relancer. Comme quoi, la technique nous met toujours des challenges dans les pattes et comme quoi on apprend toujours. Donc, ce soir, l'histoire de leur début. Et ce soir, je vais recevoir un funambule du développement personnel, un quelqu'un d'extrêmement généreux. Je vais recevoir Guillaume Andreu, qui va nous amener en fait un petit peu dans son jardin d'entrepreneuriat, dans sa conception d'entrepreneuriat et dans ce qu'il en pense, dans ce qu'il a vécu aussi d'ailleurs au niveau de ses débuts et qui va peut-être nous donner quelques clés, mais je suis sûre qu'avec sa générosité légendaire et sa gentillesse, nous ne manquerons pas d'informations ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Eliane. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver enfin. Oui, effectivement, ravi également de vous retrouver, que vous soyez d'ailleurs en team live ou en team replay. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs. Guillaume, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Je suis honorée, même dirais-je, parce que tu fais quand même partie de ceux qui ont un certain renom, je dirais, sur les réseaux sociaux et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir t'accueillir. Mais ce que j'ai envie de savoir de Guillaume aujourd'hui, c'est un petit peu euh, qui est l'homme derrière l'entrepreneur. Et c'est pour ça que je vais te demander, Guillaume, si tu peux un petit peu te présenter pour tous nos amis qui vont nous suivre ou nous voir. Oui, très bien. Donc moi, je suis passionné par le développement humain depuis un certain nombre d'années et c'est ce qui fait que j'en ai fait effectivement donc mon activité professionnelle. Avant ça, j'étais quelqu'un qui a longtemps cherché à se définir, qui a longtemps cherché sa voie, j'étais plutôt mal dans ma peau, on va revenir là-dessus j'imagine, mais et donc, j'ai mis un certain temps avant de trouver euh, une activité qui soit une activité pour moi de réalisation. C'est-à-dire qui soit pour moi une voie qui me permette de sentir que je me réalise dans la vie et que je me définis tel que je le ressens au fond de moi. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes à faire de même, c'est-à-dire les personnes à mieux se connaître, à transformer en elles, dans leur personnalité, dans leur comportement, dans ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles, les choses qui les empêchent de pouvoir se réaliser, et notamment dans leur voie professionnelle, puisque j'estime aujourd'hui qu'il y a plein de voies de réalisation sociaux, on va dire économiques, mais aussi spirituelles, puisque j'aime beaucoup l'idée de transformer les gens sur un plan psychospirituel et que ça s'incarne, que ce soit très pragmatique, voilà, que ça s'incarne vraiment dans la vie réelle et notamment dans la vie professionnelle, qui pour moi est un chemin initiatique. C'est-à-dire que quand on décide d'aller vers sa voie de professionnelle, d'activité, je pense que c'est un véritable défi, un véritable challenge pour nous permettre de grandir, pas que sur un plan des connaissances, des compétences, tel qu'on peut le voir dans le monde du travail habituellement, mais aussi sur un plan de la personne, de l'être que l'on est au-delà de cette fonction professionnelle. Extrêmement intéressant. On va avoir le temps d'ailleurs de balayer un petit peu tout ça, parce que tout ce que tu viens de nous dire demande quand même un petit peu d'explication et d'ouverture. Mais moi, dans un premier temps, la première question, et comme on est sur de la création d'entreprise et sur l'histoire des débuts, je voudrais revenir, Guillaume, sur justement tes débuts, donc salarié au départ, à un moment entrepreneur. C'est quoi le point de bascule? C'est quoi la conscientisation? Bah, en fait, c'est une prise de conscience que l'endroit où je me trouve ne me correspond plus, n'est plus en adéquation avec mes aspirations, avec mes valeurs, et que je suis en train de me suradapter, et que je suis même en train de devenir rebelle, on va dire, à m'opposer
à ce milieu dans lequel j'évoluais à l'époque, qui était le milieu de la vente, du commerce, notamment dans la téléphonie mobile, dans la grande distribution. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, mais je me suis aperçu au bout d'un moment que je me levais le matin pour aller faire quelque chose qui ne m'animait pas profondément. Et j'avais la boule au ventre quand je me levais pour aller bosser. Et en même temps, voilà, il y avait une partie de moi qui se disait bah oui, mais enfin, il faut bien gagner sa vie. Ça t'apporte une certaine sécurité. Tu as développé de l'expérience, tu as développé des compétences. Aujourd'hui, commercialement parlant, bah, tu es suffisamment, on va dire, doué pour pouvoir développer une carrière dans ce milieu. Et d'ailleurs, j'avais commencé à mettre le pied dans d'autres domaines, notamment tout ce qui était autour des sites internet, etc., le commerce de sites internet à l'époque. Et j'avais un tapis rouge, voiture de fonction, enfin j'avais tout un tas de trucs qui se présentaient devant moi avec des salaires possiblement très intéressants, des commissions possiblement très intéressantes. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, ça colle pas. Tu peux pas te lever le matin. En fait, te lever le matin pour aller vendre des produits, des services et des produits à des gens n'a pas de sens. N'a pas de sens pour moi. Ce type de produit ou service. Et donc, je me suis dit, puisque ça faisait quand même un paquet d'années que je m'intéressais au développement humain, au développement personnel, à la psychologie, ça faisait presque une dizaine d'années que j'avais déjà versé dans ce centre d'intérêt, que je m'informais beaucoup, que je lisais beaucoup, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu as ce truc qui te passionne, tu as des qualités pédagogiques, tu as des qualités pour transmettre, puisque à chaque fois que je lisais quelque chose, je le transmettais, les gens trouvaient que c'était super, que c'était simple à comprendre, que ça leur permettait d'avoir des prises de conscience. Je me dis, en fait, depuis que je suis enfant, j'ai un certain nombre de qualités qui peuvent se retrouver dans l'exercice d'un métier autour de ce domaine, mais je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que je pouvais être cette personne. Par rapport à mon cursus, par rapport à ce que j'avais fait, le Guillaume que je croyais être à ce moment-là se disait bah, mais pour qui tu te prends de vouloir aller transmettre, enseigner, accompagner des personnes dans leur transformation, dans leur évolution, dans leur réalisation. Alors toi-même, tu es quelqu'un mal dans ta peau, etc. Mais c'était plus fort que moi. J'ai eu une vision en fait qui à un moment donné m'a montré cette possibilité du futur. Et ça a été tellement puissant dans mes tripes et dans mon cœur, on va dire, que c'est resté. Et que après, l'idée, c'était d'arriver à basculer, donc à faire la bascule de ce monde dans lequel je ne me retrouvais plus, que je commençais d'ailleurs à combattre d'une certaine façon. Et je me suis dit, en fait, tu combats ce monde parce que tu es un créatif, tu as besoin de créer ta réalité professionnelle, tu as besoin de créer la vie professionnelle à laquelle tu aspires. Mais comme tu n'y arrives pas, comme tu n'as pas de le faire, eh ben tu restes, on va dire, dans un endroit où tu n'es pas à ta place, que je viens d'utiliser la métaphore qui m'était venue un jour dans une conférence, qui est de dire comme une orchidée dans un champ de chardon, c'est-à-dire le champ de chardon, quand les chardons poussent quelque part, plus rien ne peut pousser parce que ça prend tout. Et j'avais l'impression d'être dans un milieu où ça me prenait mon énergie, où ça me prenait, voire un peu mon âme aussi. Et je me disais, il faut absolument que je me barre de ce truc-là et que je me crée une vie sur mesure. Mais ça n'a pas été facile. Ok, donc il y a vraiment une différence, il y a une prise de conscience, il y a une conscientisation, il faut que je fasse ça, et pour passer à l'action, ça demande quand même du courage quelque part. Non, ça t'a demandé du courage ou ça s'est fait petit à petit? Ou comment Ça m'a demandé as... surtout de l'inconscience. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, du courage, parce qu'effectivement, il y a des peurs. D'accord. Donc, effectivement, il faut du courage pour dépasser ces peurs. Et le courage, c'est d'ailleurs quelque chose qui vient du cœur, c'est-à-dire ce qui me tient à cœur est plus fort que ce qui me fait peur. Donc, je me donne les moyens de faire les choses. Mais c'est surtout une forme aussi d'insouciance et qu'est-ce que je t'ai dit le mot juste avant, c'est une prise de risque. C'est-à-dire que je me suis à un moment donné dit, tu sais, tu connais la pyramide de Maslow? Oui. La pyramide de Absolument. Maslow, tu as les premiers niveaux,
de besoins qui sont censés être satisfaits, qui nous motivent. Hein. C'est les motivations qu'on a à satisfaire des besoins. Les premiers niveaux de besoins, c'est les C'est besoins prendre la physiologiques. qualité de grande folie, en fait. Voilà, exactement. Le deuxième niveau Ouais, de besoin, c'est tout ce qui touche à la sécurité, ouais, etc. Après, il y a le confort, il y a la relation, les relations, l'appartenance, etc. Puis après, il y a l'estime de soi. Puis après, il y a la réalisation de soi. Et moi, cette notion de réalisation était comme un appel du haut de la pyramide. Tu vois, ok, du truc qui me disait, mais vas-y. Le problème, c'est que les premiers niveaux avait besoin d'être satisfait pour que en fait, tu vois, que je puisse monter. Sauf que c'était pas le cas. Si je voulais avoir ma sécurité, si je voulais avoir un confort de vie, si je voulais avoir tout ça, ben, j'étais censé continuer de travailler dans le métier dans lequel j'étais. Mais en même bien temps, sûr. en travaillant dans ce métier-là, ben, je ne pouvais pas consacrer le temps, l'énergie pour développer cette activité que je ne savais même pas quelle forme elle allait prendre parce que j'y suis allé progressivement. On en reparlera peut-être derrière, mais en tout cas, du coup, il a fallu à un moment donné que je saute du pont. C'est un peu comme un saut à l'élastique, mais tu ne sais pas si tu as attaché l'élastique derrière. Donc, tu y vas et puis tu espères qu'il y a quelqu'un qui va accrocher et que tu ne vas pas t'éclater au sol. Et donc, ça demande un peu d'inconscience. Tu vois, et en fait, cette inconscience, j'ai pu l'avoir parce qu'au fond de moi, je sentais une force, je sentais une énergie, quelque chose qui me disait, si tu fais pas ça, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas rater d'une certaine façon la vie à laquelle tu aspires parce que tu vas te contenter de faire les choses conformes à la vie dans la société, etc., etc. Et tu auras du mal à... Voilà. Donc, j'avais du mal à y croire. J'avais très peur. Je me demandais si j'étais pas un peu fou de faire ça. Mais c'était plus fort que moi. Et c'est ce qui m'a amené à me lancer dans le Ok, vide. mais c'est vrai que de toute façon, quand on veut créer quelque chose et qu'on est appelé, effectivement, on a souvent, comment dire, un petit peu ce schisme d'inconscient, de dire ok, j'y vais sans forcément avoir les conséquences. Et c'est un petit peu aussi ce que j'appelle, moi, sauter du 200e étage sans parachute. C'est bien à un moment quand même de conscientiser un petit peu et puis de se mettre un parachute sur le dos parce qu'autrement, quand on va toucher le béton, ça fait quand même très, très mal. Donc, c'est vrai que voilà, il faut aussi trouver un peu sa voie, mais l'inconscience, oui, bien souvent, quand on crée, elle est là au départ. Et donc, inconscient, tu crées. Comment tu as commencé à développer effectivement le côté indépendant en fait de ton business? Comment tu as c'était quoi les premières étapes que tu as eu à faire? Alors en fait, c'est simple. Moi, je m'étais intéressé à tout un tas de domaines du développement humain, développement personnel, et je m'étais dit, comme j'étais pas ni psychologue, ni médecin, enfin, j'avais pas a priori les diplômes, ni philosophe, enfin, ce genre de choses qui tournent autour de l'accompagnement humain, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui aujourd'hui n'est pas forcément une formation officielle. Et la gestion du stress me paraissait être un domaine qui n'est pas, il n'y a pas de diplôme universitaire sur la gestion du stress. C'est un ensemble d'approches, de techniques, d'outils qui permettent d'apprendre aux personnes à se sentir mieux. Donc comme j'avais un peu la légitimité de mon père qui était prof de culture physique, de yoga, de relaxation, ma mère qui était infirmière, donc qui prenait soin des autres, mais de sentir que j'avais ces parents-là qui avaient défriché un certain nombre de choses, je me suis dit, OK, vas-y, tu peux accompagner les personnes sur de la gestion du stress si tu apprends un certain nombre de méthodes. Donc, je me suis formé au massage, à la relaxation, à la cohérence cardiaque, à l'époque qui commençait on va dire, à se faire connaître en France. Donc, à des techniques de respiration, à des connaissances sur l'alimentation pour mieux gérer son stress, etc., etc. Et je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une identité, puisque de formation, il y a quelques années en avant, j'avais fait une formation de design et je m'étais formé à des logiciels de graphisme. Donc, je me suis dit, je vais créer ma propre identité. Et en fait, j'ai eu un licenciement économique de mon travail de commercial et j'ai profité de ça pour créer mes petits flyers. J'avais appelé ça re-source-toi, donc ressource-toi. Et j'avais mis des petits logos, enfin des petits bonhommes, des petits trucs, etc. Et j'ai commencé à dire, ben voilà, je vous accompagne, j'accompagne vos salariés, j'accompagne vos clients dans la gestion du stress. Et je me suis lancé Ok, comme ça. d'accord. Et donc, en fait, tu as profité du réseau, si on peut dire, que tu avais en tant que salarié, en tant que commercial, pour commencer à aller rechercher tes Même premiers pas. clients?
Même Même pas. pas. Bon, ok. Non, je pense que ça, c'est, toi, c'est comme je disais, j'étais une orchidée dans un champ de charbon. En fait, dans cet endroit où je travaillais, quand je parlais de ce que je voulais faire, il y avait très très peu de personnes qui avaient une oreille attentive. Et la plupart des gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Voilà, il est commercial, il est vendeur. Qu'est-ce qu'il va faire dans un autre domaine? Enfin, tu vois, quand tu as une étiquette qui t'est collée, Oui. c'est très difficile. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Donc, quand tu as une étiquette qui t'est collée dans le domaine dans lequel tu es, et que tu arrives, évidemment que j'ai parlé de cette activité à des gens que je connaissais, mais ce n'est pas eux qui m'ont fait travailler en fait. C'est des gens Ok. Alors, d'un tout autre domaine, de tout autre milieu qui étaient sensibles, en fait, qui rentraient en résonance avec ce que je voulais faire, qui étaient sensibles à ça. Donc, j'ai fait de la communication, je me suis fait un site internet, j'ai fait des flyers, j'ai été mettre ça dans quelques boîtes aux lettres, je me suis inscrit, ou en tout cas, j'ai été m'intéresser à des réseaux de rencontres, des apéros entre entrepreneurs, etc., où je venais présenter les choses. J'ai envoyé quelques propositions à certaines entreprises pour dire, ben voilà, ce que je propose, etc., si ça peut vous intéresser, donc à des services RH, etc. Et donc, j'ai fait un certain nombre de petites actions qui étaient les actions qu'on pouvait faire en 2008, parce que les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas très développés. Mais moi, j'étais pas un entrepreneur dans l'âme. Hein. J'ai bricolé. Moi, j'étais un bricopreneur, en fait. Pourquoi? Parce que très, très bon. j'étais un bricopreneur. Pourquoi? Parce que je me suis lancé avec zéro moyen. J'avais 800 euros d'ACDIC, 800 euros de loyer. Quand je me suis fait licencié économique, c'était la fin. Il m'avait moins fait travailler sur les derniers mois. Donc, j'avais pas beaucoup de revenus. Et donc, en fait, je n'avais pas de moyens pour faire de la com. Je me suis lancé avec rien. Voilà. En gros, 3 bouts de ficelle. Donc, je me suis dit, j'ai compté sur mon côté, je me débrouille, un peu autodidacte. Et puis, j'ai fait ce que j'ai pu avec les connaissances que j'avais. J'avais quand même une culture de la vente et du commerce. Donc, même si me vendre moi, c'était plus difficile, parler de moi et me vendre moi, c'était plus difficile. Mais je croyais tellement à ce que je proposais. Pour moi, c'était tellement comment dire, je faisais un peu du prosélytisme du bien-être, tu vois. C'était mes bons sang, prenez conscience qu'aujourd'hui, les personnes vont dans le mur, dans la dépression, dans le burn-out, si elles ne prennent pas soin d'elles. Et le milieu professionnel cherche de la performance. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, plutôt que de prendre soin des gens pour qu'ils soient performants, bah, au contraire, on les essore jusqu'à ce qu'ils soient inaptes. Et du coup, c'est très antinomique tout ça. Donc, j'avais toute une réflexion sur le sujet. Je ne les ai pas présentés comme ça, évidemment, chef d'entreprise, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé les arguments pour présenter ça aux gens. Et comme je me débrouillais bien dans ce que je faisais, puisque j'étais assez bon dans ce que je proposais, je faisais tester, et puis à des gens. Donc j'ai fait beaucoup de gratuits, hein, beaucoup de choses que j'ai fait tester, j'ai proposé mes services, j'ai fait des salons, j'ai fait des choses où j'y suis allé pour m'exercer, pour me faire connaître. Et moi, j'étais dans le don, j'étais très content parce que de faire ce métier, de faire ce que je voulais faire, c'était tellement improbable pour moi que j'étais déjà très heureux. Quand j'ai commencé à recevoir mes premiers euros, quand on a commencé, que des gens ont commencé à me dire, moi, je te paye pour ce que tu fais. Alors là, ça a été, c'était, waouh, c'est juste génial de pouvoir être payé, moi, sans employeur, sans rien, juste moi. Le client me paye en direct pour une prestation qui fait que je lui fais du bien. Donc, en fait, pour moi, c'était l'hallucination parce que j'arrivais à satisfaire mes valeurs d'altruisme, d'empathie, voilà, d'aide aux autres, etc. Donc, en gagnant ma vie par la même occasion. Donc, j'arrivais dans mon fameux 50-50. Pour moi, la vie, c'est 50-50. 50 pour moi, 50 pour les autres. 50 à prendre soin de moi, à travailler pour moi, à gagner mon argent, etc. Et 50% à consacrer au fait de m'intéresser aux autres, de contribuer, etc. Et j'ai trouvé que ce job, c'était un très bon moyen de tout mêler. Plutôt que d'être dans un job salarié d'un côté, puis d'aller faire des associations gratuitement de l'autre, je me suis dit, bah là, j'ai un job qui aide et qui sert mon système de valeurs. Donc, je me reconnaissais dans ce que je faisais. Et en plus, j'étais payé pour ça. Donc, ça avait d'autant plus de valeur. Par contre, tu parlais tout à l'heure, effectivement, au début, un petit peu de. Tu as fait beaucoup de gratuits. Tu penses que des gens qui démarrent ont effectivement. Parce qu'on voit souvent beaucoup de gens qui démarrent et qui veulent que ça marche tout de suite, en fait, qui veulent
qui démarrent quelque chose pour pouvoir se faire un revenu. C'est souvent l'optique des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense qu'en fait, il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui arrivent avec une compétence, qui se sont formées, qui sont pas formées, j'en sais rien. Moi. Ça peut être des gens qui ont un don, un talent, et qui proposent une prestation, un service, et qui veulent le faire payer, et qu'il y a des clients en face pour dire, ben moi, ce que tu proposes, je te l'achète, et qui sont contents du service qu'ils ont eu. Ben très bien. Si ça peut marcher rapidement, et des fois c'est le cas, il y a des personnes pour qui il y a rapidement une rentabilité, on va dire. Voilà. Et puis il y a des personnes pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense aussi que ça vient du système de croyance de la personne. Hein, moi, si j'ai donné du gratuit au départ, c'est simplement parce que je me suis, sans m'en rendre compte, certainement créé la réalité qu'il était peu probable que je gagne facilement de l'argent et que j'ai des gens qui viennent facilement à moi, avec une petite blessure de rejet d'arrière-plan, qui viennent facilement à moi pour m'acheter des prestations. J'avais le sentiment que les gens allaient se dire « Oh là là, il demande trop cher, et puis quoi encore, on va lui donner de l'argent pour faire ce qu'il fait. » Enfin, tu vois, j'avais une espèce de truc comme ça qui était… Voilà, donc quand je voyais que la personne n'était pas convaincue, je disais ok, je te prouve par l'action que ça peut être bon pour toi. Et généralement, ça marchait comme ça. Mais c'est pour te dire, pour répondre à ta question, il y a des gens qui vont peut-être se vendre facilement, rapidement, et pour qui ça va marcher très vite. Et donc, c'est pas impossible. Et il y a des gens qui veulent que ce soit comme ça, mais ce sera pas comme ça, parce que dans leur système de croyance, et dans leur façon de fonctionner, et puis dans la réalité dans laquelle ils sont, il n'y aura pas la même réussite, le même écho, la même facilité. Donc, s'ils restent campés sur leur position de oui, je ne veux pas donner de mon temps, je ne veux pas. Des fois, non, des fois, il faut savoir faire preuve d'adaptabilité. Et puis, il y a des gens qui vont donner, mais trop donner. Qui vont donner, donner, donner. Qui vont Et demander des tarifs pas valorisants, enfin, pas à leur valeur, pendant longtemps, longtemps, et qui vont s'épuiser à faire ça, et qui ne vont pas avoir le retour parce que, justement, ils sont dans une mésestime de leur service, de la contribution qu'ils portent, qu'ils ont pour les autres. Et ils vont tomber sur des gens qui vont profiter et pour qui ça va être normal que ça se passe comme ça. Donc chacun crée sa réalité en fonction de son système. D'accord. Maintenant, effectivement, tu crées, tu proposes, tu as dû avoir quand même des refus, des contraintes, des difficultés. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça a pu se Alors, quand passer? tu dis ça, tu crées, tu proposes, à quoi tu penses quand tu me poses cette question? Quand tu crées ton business ou ton job et que tu vas le proposer, tu vas avoir effectivement, toi, tu es plein d'énergie, plein de sécurité face à ce que tu dis, etc. Et puis tu vas probablement te trouver, ça peut arriver, face à des gens qui vont juste te rejeter, en fait, ou juste te dire non, ça ne m'intéresse pas, et qu'est-ce que tu viens me proposer? Et ça arrive quand on commence à créer, parce qu'on n'est jamais, on n'est pas forcément très aligné sur ce qu'on va proposer, ou tout du moins on a du mal à se vendre, tu le disais tout à l'heure, et je crois que c'est un des problèmes quand on crée, effectivement, on a une telle difficulté à avoir vraiment conscience de ce que l'on est, qu'on a de la difficulté à dire qui l'on est, souvent, quand on commence. Et donc, ces rejets, ces refus, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le début de création, comment tu as vécu ça, toi? J'ai vécu ça normalement. Parce que, en fait, très très vite, en fait, je me suis dit, tu peux pas attendre que tout le monde ouvre les bras et t'accueille et soit d'accord avec ce que tu proposes et comprenne et où on ait besoin tout simplement. Hein, moi, je me suis toujours dit dans ce monde du développement personnel ou du développement humain ou de la thérapie, c'est pas vraiment utile de faire du prosélytisme ou d'essayer de convaincre tout le monde que en gros, tout le monde a besoin d'accompagnement, tout le monde a besoin de services, tout le monde. Non. Et j'avais pas envie d'être ce gars qui vient et qui, on va dire, qui bourre le mou aux gens en disant, en gros, il faut que tu achètes ma prestation. Quoi. Tu vois Mmh. Non, j'ai fait un peu cette erreur par moment
hein, parce que voilà, j'ai fait un peu cette erreur à certains moments. Mais très très vite, en fait, quand les gens me demandaient ce que je faisais, je leur expliquais ce que je faisais et les bienfaits que ça pouvait apporter ou le type de problématique que ça pouvait traiter, mais sans être dans l'idée de vendre à tout prix. Et, et c'est les personnes elles-mêmes qui disent, et je disais, et toi par exemple, ouais, des fois je posais la question, et toi par exemple, aujourd'hui, c'est quoi la problématique que tu peux avoir, c'est quoi qui te préoccupe, etc. Et en fait, les gens me répondaient, et finalement avouaient des fois que il y avait un certain besoin sur certains aspects, mais qui ne s'étaient pas posé la question, qui se débrouillaient tout seuls, qui ne s'imaginaient pas qu'on pouvait les accompagner là-dessus, qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des techniques, qu'il y avait des approches, qu'ils pouvaient apprendre. Enfin, toi. Et donc, en fait, j'éduquais, en fait. Je donnais de l'information, j'éduquais, j'expliquais les choses. Et puis après, je laissais la personne avec ça. Je disais, voilà, après, Ok. si tu veux aller plus loin, si un de ces quatre t'es intéressé. Et dans ma tête, je me disais, si cette personne ne revient pas vers moi, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, des fois, je réglais les problèmes des gens en leur expliquant des choses sur leurs problèmes. Et derrière, ils n'avaient pas besoin de venir me voir parce qu'en fait, dans la conversation qu'on avait eue, il y avait des choses qui s'étaient déjà réglées pour eux. Et donc, c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, je me disais, tu es en train de faire ce que tu es censé faire. Si cette personne n'est pas prête à venir te payer ou avoir une prestation avec toi, eh ben c'est comme ça. C'est important de l'accueillir, c'est important de prendre les choses comme elles sont. Parce que si je commence à m'auto-flageller ou à rentrer dans l'ego ou à me blesser avec ça, etc., alors pour moi, je commençais à me désaligner de cette activité que je voulais faire. Et je me disais que le jour où moi, je serais vraiment, je serai à la bonne place, que j'aurai la bonne compétence, que ce sera le bon moment pour les gens, etc., ça matchera. Tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai plein de personnes qui m'appellent, qui me contactent, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ça fonctionne, ça rentre. Je fais quasiment rien pour ça, quasiment pas de pub. Je fais de l'accompagnement individuel, je fais quasiment pas de promotion de l'accompagnement individuel. Mais à un moment donné, les gens viennent par bouche à oreille ou voilà, ils m'ont suivi un certain temps, ils ont vu des vidéos, etc., etc. Puis à un moment donné, ils m'appellent, ils me disent, j'ai l'impression que c'est avec toi qu'il faut que je travaille. Pour autant, je n'ai pas été à tout prix essayer de les convaincre. Voilà, moi, au début, j'ai voulu faire ça de temps en temps. Je me suis aperçu que c'était très souvent contre-productif. Ok. Autrement dit, c'est plus ton énergie, en fait, et juste ce que tu proposes ou ce que tu véhicules qui attire les gens. Et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse parce que pour une fois, et je remercie ceux qui nous écoutent, j'ai des questions, donc je vais te les poser. Oui, vas-y. Les poser pour avoir effectivement ton avis et on reprendra le cours peut-être un petit peu justement de ces créations plus Oui, ou bien moins. sûr. Tu les vois peut-être aussi les questions. Alors j'ai effectivement Nadège Morel d'Avoine qui elle nous fait un témoignage et qui nous dit je sauterais volontiers sans parachute par rapport à la création effectivement et au début de job. J'attends juste que le vent tourne. J'aurai au moins une direction où aller. Vivement le Nadège, moi, 6-7 juillet. ouais, Vivement le moi 6-7 j'ai juillet, c'est parce que c'est une personne qui va venir, à notre séminaire de la connaissance et la transformation de soi, avec Cécile Foin. D'accord, parfait. Alors, ce que j'ai envie de répondre à cette question, à cette chose, c'est la foi, c'est quand tu poses un pied sur une marche que tu ne vois pas encore et qu'elle apparaît parce que tu poses le pied sur cette marche. Le vent tournera le jour où tu décideras de te lancer dans le vide. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir l'impression que le vent ne va pas dans le bon sens, qu'il y a quelque chose qui se cloche, mais si tu le fais parce que tu es convaincu, si tu as l'intime conviction, s'il y a quelque chose en toi, dans tes tripes, dans ton cœur, qui te dit ça, c'est une voie qui est honorable, qui est satisfaisante, qui est en alignement avec mon système de valeurs, alors la vie va pourvoir les synchronicités, les connexions, et il va se passer des choses, et le vent va tourner. Le vent ne va pas toujours tourner dans le bon sens. Pourquoi? Parce que des fois, il a besoin d'être tourné à contresens pour te mettre à l'épreuve, pour te mettre au défi, pour t'opposer de la résistance. Parce que comme je l'explique, quand je fais des petits réels sur la musculation, quelqu'un qui devient fort et musclé,
c'est quelqu'un qui oppose de la résistance à ses muscles. C'est quelqu'un qui fait volontairement, qui fait des mouvements ou qui fait des gestes et qui oppose une forme de résistance pour développer une force. Et effectivement, au bout d'un certain temps, le corps finit par développer une certaine souplesse. Même pour la souplesse, d'ailleurs, c'est une résistance à l'inverse, mais en gros, j'oppose une résistance à mes muscles. Ça fait un peu mal, mais en même temps, ça permet de se renforcer ou de s'assouplir. Et parfois, on a un désir d'avancer dans une activité professionnelle, de devenir un expert. Souvent, beaucoup les gens sont là au bout de 6 mois à vouloir devenir des experts, mais c'est quelque chose qui peut se faire sur le long terme. Mais c'est surtout, tu deviens un expert aussi parce que justement, tu fais face à des vents contraires. Parce que tu as ces expériences du vent dans le dos, du vent contraire, du vent de côté, de la tempête, du naufrage, tout ça, c'est une vie, on va dire, d'entrepreneur. Celui qui se lance en espérant que ça va toujours marcher est dans l'illusion. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas toujours marcher, parce qu'il y a certainement pour des personnes pour qui ça marche très bien, et il n'y a pas forcément de... Mais parce qu'il y a peut-être des gens en elles, sont peut-être déjà prêtes, c'est comme ça, c'est leur voie. Hein, parfois, il y a des prédestinés qui sont bien. Mais pour d'autres, il va peut-être y avoir de la résistance. L'idée de l'entrepreneur, c'est de le savoir et d'y aller comme un boxeur sur un ring. Moi, j'aime pas me prendre des pains dans la gueule. Et les boxeurs, j'imagine que dans la rue, quand ils marchent et qu'ils se baladent, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui arrive et puis qui leur met des pains dans la gueule. Ça fait mal. Mais quand ils vont sur un ring, ils y vont en sachant qu'ils vont s'en prendre. Et donc, ils prennent les coups, mais ils ne les ressentent pas de la même façon. Et donc, quand tu es entrepreneur et que tu y vas avec ton cœur, et pas trop, et plus avec ton cœur qu'avec tes peurs, hein, on va dire ça comme ça, parce que tes peurs vont faire que tu ne vas pas y aller de toute façon, ou que tu vas attendre, ou que tu vas te dire peut-être qu'un de ces quatre, il va y avoir des choses qui vont... Voilà, les éléments, les planètes vont s'aligner, ma voyante va me dire, l'astrologie va être dans le bon sens, etc. Saturne va sortir, et Jupiter va prendre la place, etc. Enfin bref, et donc du coup, on attend quelque chose, mais l'idée, c'est que de toute façon, notre création, notre pouvoir créateur est plus puissant que ces influences. Si on décide dans notre âme et conscience à un moment donné d'avancer et qu'on prend le risque de le faire, on se rend compte que ça change les conditions. Par exemple, je suis chez moi, il pleut, voilà, il pleut, et je me dis, je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir pour aller faire ce que j'aime dehors. Il va peut-être pas s'arrêter de pleuvoir. Par contre, si je commence à m'habiller et à me dire, je vais faire quand même ce que j'aime dehors, même s'il pleut, et je sens, je suis sûr qu'il va y avoir une éclaircie et que ça va s'arrêter, et ben voilà, tu arrives, tu ouvres la porte, il continue de pleuvoir, tu te prends quelques gouttes, et puis paf, ça s'arrête de pleuvoir, et puis d'un coup, l'éclaircie arrive, et puis paf, ça marche. Voilà. Donc l'idée, des fois, c'est de se lancer, même si tu ne sais pas comment tu vas atterrir. Je suis absolument d'accord avec toi, effectivement. L'important, c'est de faire en fait le premier pas et d'avancer après. Les directions se font avec l'instinct, avec le cœur complètement. J'ai Frou qui nous dit il y aurait donc de solides prérequis, je pense, au fait de se lancer, tu nous confirmeras, Franck, de la connaissance de soi pour éviter de s'écraser au sol. J'aurais tendance, moi, à répondre c'est utile d'avoir un minimum de connaissance de soi, effectivement, pour pouvoir commencer à se lancer. Qu'est-ce que tu répondrais, Guillaume? Alors, tu as deux façons d'avoir de la connaissance de toi. Soit tu l'acquiers plus rapidement par de l'apprentissage, de la formation. Par exemple, tu t'intéresses aux outils de PNL, d'énéagramme ou d'autres types, MBTI, ou d'autres approches, on va dire, parce qu'il y a plein d'approches. Et tu peux gagner du temps. Tu peux aller plus vite. Dans le fait d'apprendre à te connaître, de déterminer tes schémas, enfin en tout cas d'avoir plus de clarté sur tes schémas et sur les choses qui sont, on va dire, mieux pour toi. Mais tu peux aussi le faire parce que tu as une conviction de te dire que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'essayer, et c'est par l'expérience que tu vas apprendre. C'est-à-dire qu'en gros, tu te lances, tu fais, et puis surtout, tu fais, mais derrière, tu prends des feedbacks de ce que tu as fait, hein, des retours d'expérience, et plutôt que de prendre les erreurs comme des fautes ou comme des échecs, tu te dis, OK, ça me donne c'est un indicateur pour moi qu'il y a peut-être des choses à corriger, et tu apprends sur le terrain. Et des fois, tu apprends à te connaître dans l'expérience. Moi, j'ai appris à me connaître intellectuellement par du savoir
à travers les bouquins, etc. Parce qu'avant de me lancer, j'avais déjà lu des livres sur la PNL, j'avais déjà lu des choses sur l'hypnose. D'ailleurs, je faisais de l'auto-hypnose, j'accompagnais des fois des gens comme ça, je m'entraînais à faire un peu d'hypnose, de la relaxation. Je m'étais intéressé à l'énéagramme, je m'étais intéressé à des tas de choses pendant des années, j'avais appris à connaître des choses. Mais je ne me connaissais pas en tant que Guillaume qui se lance à un instant T dans une vie professionnelle, dans une activité qu'il n'a jamais fait et qui va être obligé de construire comme ça, tu vois, au fil de l'eau, en fait, de construire les choses avec des moments, des erreurs, des impasses, des limites, et des limites ça te pousse à aller mieux comprendre encore et qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, etc. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Et des fois, on peut gagner du temps. Moi, c'est pour ça que j'accompagne des personnes, c'est que je leur fais gagner beaucoup de temps par rapport à certaines choses qu'elles peuvent transformer par de l'accompagnement. Des prises de conscience, de plus de clarté sur soi, plus de clarté sur ce qu'elles veulent faire, de la compréhension de leur schéma, le fait de se libérer de certains schémas, de se libérer de certaines choses intérieures, pour pouvoir à un moment donné sentir que c'est plus. Mais après, il y a quand même l'expérience à faire. Mais des fois, oui, ça te permet de gagner un certain temps. Oui, effectivement, tout ce qui est la pratique et le fait de pratiquer les choses et de prendre des expériences comme elles viennent, c'est effectivement extrêmement important. Je vais continuer sur la deuxième question de Franck. Penses-tu, Guillaume, que tes études approfondies ont été décisives dans ta bascule de ta décision de voler de tes propres ailes ou sans parachute? Alors, oui, c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'énéagramme, j'ai fait mon 5 pendant quelques années. Mais, ou alors j'ai fait mon 3 qui voulait avoir de la réussite et de la connaissance dans un certain domaine et donc qui cherchait à bien comprendre les choses. Oui, effectivement, d'avoir quand même travaillé sur moi, d'avoir mis en pratique un certain nombre de choses pour moi d'abord, d'avoir compris par l'expérience, pas seulement par le fait d'avoir entendu dire, voilà, mais d'avoir pris du temps pour intégrer un certain nombre de choses, ça m'a effectivement permis, à un moment donné, certainement de sentir qu'il y avait une forme que j'étais mûr pour passer un cap. Je n'étais pas mûr tel que je le suis aujourd'hui, parce que, évidemment, j'avais pas toutes ces 15 années d'expérience qui étaient encore là, donc c'est pas le même niveau de maturité, mais en tout cas, j'étais déjà, à un moment donné, mûr pour dire, je sens que là, je suis pas mal outillé sur un plan intellectuel, hein, j'ai cultivé mon terreau mental, j'ai de la connaissance, etc. D'ailleurs, quand j'ai été faire ma première formation de PNL après 2 ans d'activité en tant que professionnel du praticien de gestion du stress et de relaxation, on va dire ça comme ça, et que j'ai fait des formations de PNL, quand je suis arrivé en formation, Paul Pironnet, puisque c'était Paul Pironnet qui était là, d'ailleurs j'étais en classe avec David Laroche, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Paul Pironnet, donc, qui animait le stage de base PNL, et puis le technicien PNL que j'ai suivi juste derrière, puis le praticien, puisqu'en fait j'ai fait les 3 séminaires en 20 jours, à repérer que je comprenais plus vite que les autres. Que ça allait vite là-dedans et que j'avais aussi plein de connaissances adjacentes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai repéré chez lui qui m'a plu, c'est qu'il n'était pas que cantonné à la PNL, mais qu'il avait aussi toute une culture autour, avec d'autres approches, dont il fait d'ailleurs des petites conférences le soir, etc. etc. Et du coup, je me disais, c'est super, il connaît ça, ah oui, ah oui, ah oui. Et en fait, lui, il a repéré ça chez moi, et d'ailleurs, pas que lui, puisque j'ai une personne qui... dans les mois qui ont suivi ma formation, donc 8 mois après que j'ai commencé la PNL, une femme qui était directrice d'école de danse, qui avait fait le base avec moi, m'a contacté et m'a dit, écoute Guillaume, j'ai vu en formation de PNL que tu avais l'air de bien capter, de bien comprendre, j'aimerais pouvoir enseigner ça à mes élèves. Mais moi, je suis incapable de le faire et j'ai demandé à des professionnels, ils sont tellement... leur prix est tellement élevé que je ne peux pas me le permettre pour l'école. Mais ce serait tellement génial que je puisse transmettre ça à mes élèves. Est-ce que tu voudrais le faire et si oui, dans quelles conditions? Et donc, j'ai failli dire non.
parce que Ah je me ouais. suis dit, mais attends, ça fait à peine 8 mois que je suis formé. Voilà, bon, voilà. Et en fait, je dirais que quelques années avant, j'aurais dit non. Là, j'ai dit oui. J'ai dit OK. Après, j'ai stressé pendant un mois. Hein, le, temps, le temps de tout mettre, le temps de tout mettre en place. Le temps de tout mettre en place. C'est-à-dire, j'ai dit oui, puis après, j'ai dit, oh putain, pourquoi j'ai dit oui? Je suis pas prêt, j'aurais peut-être dû préparer. Et je me suis dit, bah non, en fait, dis oui, et puis tu te prépareras après. Et donc, je me suis préparé après pour qu'un mois plus tard, je puisse me retrouver avec mon paperboard dans cette école de danse avec des élèves qui étaient d'ailleurs par terre en train de faire le grand écart, enfin bref. Et j'ai transmis et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Il est en train de se passer en 8 mois ce que j'aurais imaginé qu'il se passerait peut-être en 10 ou 15 ans, un an auparavant. Un an auparavant, je rêvais de faire ce genre de métier, mais j'avais pas les formations pour. Et je me disais, le temps que je me forme, le temps que j'intègre, le temps que je comprenne, le temps que je me lance, hein, pour faire autour de la PNL, par exemple. Hein. Je ne parle pas de la relaxation, tout ça, mais j'imaginais, je me disais, ouais, il faudra 10 ans pour être ce genre de gars. Moi, je voyais les Milton Erickson, les Robert Dilts, enfin, toutes les pointures de l'accompagnement qui avaient écrit des bouquins, j'avais lu leurs livres, et je me disais, waouh, j'aimerais tellement, enfin, ça m'inspirait de devenir ce type de personne qui fait ça. Mais je me disais, ça va te prendre des plombes pour faire ça. Mais c'est justement Et ça. en Alors, fait, pardon. Vas-y, bah termine, non, non, mais excuse-moi. c'est très bien, mais comme quoi, des fois, tu te lances, tu dis oui, tu as l'audace de y aller, malgré toutes ces pensées qui te disent, ou les gens autour de toi qui disent, t'es fou, t'es dingue, ou tout ce que tu veux. Et puis, ben, la vie fait que, la vie te sert, la vie comme j'aime dire souvent, la vie conspire pour toi à ton insu. Non pas contre toi, mais pour toi à ton insu. Et donc, bah, Oui. cette femme, ça a été une des premières à me faire confiance et à me dire, ben, Guillaume, voilà. Donc, pour répondre à la question de Franck, oui, j'avais pris le temps de me cultiver, de cultiver mon esprit, de comprendre des concepts, de les intégrer, de faire des pratiques. J'avais été voir des thérapeutes, j'avais voir des coachs, donc j'avais beaucoup travaillé sur moi pendant des années, avant quand même de me dire maintenant, je me sens prêt à apprendre à accompagner les autres. Des fois, c'est vrai que ça va un peu vite. Hein. Les gens n'ont jamais fait d'accompagnement, ils vont faire 3 semaines de formation et ils veulent déjà monter leur business et déjà pouvoir dire qu'ils vendent du high ticket, tu vois, en disant je mets en avant ma valeur, etc. J'ai compris, bon oui, ils ont compris intellectuellement 3-4 choses qu'ils ont apprises, mais après, dans l'accompagnement humain, je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et quand même, c'est important d'avoir un minimum d'acquisition de connaissances, d'outils, de compétences et d'y aller Ouais, progressivement pour voir de quoi on est capable. absolument. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est tellement, c'est éthique aussi en fait de pas non plus raconter n'importe quoi et juste quand on connaît quelque chose et qu'on ne l'a pas ni ressenti ni incarné à l'intérieur de soi, c'est quand même problématique. Il y a des fois de pouvoir y aller. Et comment dire, si je me permets de reformuler un petit peu ce que j'ai compris de ce que tu viens de nous partager, euh, le, la demande d'accompagnement qui t'a été faite 8 mois après, t'a en fait fait dépasser une croyance que tu avais qu'il te faudrait X années pour pouvoir y arriver. Et cette croyance, elle vient probablement, enfin, moi j'imagine, maintenant je me trompe peut-être et tu vas nous le dire, si tu veux bien, j'imagine que cette croyance, elle venait aussi du fait que même, enfin, que je vois les grands et que quelque part, je me compare un petit peu à eux et donc que pour arriver à leur niveau, il va me falloir du temps. Et c'est un problème qu'on rencontre souvent chez les entrepreneurs et particulièrement aussi chez les débutants, c'est le fait de se comparer à quelqu'un et en fait, quand on n'arrive pas à être au même niveau qu'eux, bah, on lâche tout. Alors qu'il faut quand même bien percuter que si toi, tu as 3 mois de création et qu'eux, ils ont 15 ans de pratique, tu ne peux pas être au même niveau. Eux aussi ont évolué. Tout Et à fait. enfin, Alors, il y a deux voilà. choses. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a cette chose-là dont tu parles qui est vraie. Tu arrives dans un immeuble, il y a 15 étages. Les meilleurs sont sur le rooftop au 15e étage. Hein, c'est ceux qui ont monté tous les niveaux, etc. Tu les regardes et tu te dis, mais moi, avant que j'arrive là-haut, il va me falloir longtemps. Hein. Et alors qu'en fait,
Ben non, parce que tu peux déjà accompagner des personnes, à partir du moment où tu as monté les 3 premières marches et que tu as intégré comment on monte les 3 premières marches, tu peux déjà commencer à prétendre à tendre la main à des gens pour qu'ils montent jusqu'à la 3e marche. Donc, quand tu te formes en PNL, quand tu te formes en coaching, quand tu te formes, en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, tu sais jamais à quel moment tu seras prêt pour faire je ne sais quoi. En fait, l'idée, c'est, il y a des choses que j'ai compris. Moi, par exemple, j'avais compris des fondamentaux de PNL, j'avais compris comment on fait un protocole d'objectif en 5 étapes, l'objectif en 5 points, les ancrages. Tout ça, c'est des choses qui étaient pour moi assez faciles. J'avais bien compris, c'était facile, j'avais compris toute la logique, la pratique et tout ça. Ben, à ce moment-là, je n'étais pas prêt de faire les accompagnements que je fais aujourd'hui avec des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs et qui sont plus complexes. Je n'étais pas capable de le faire à l'époque. Toutefois, j'étais quand même capable d'accompagner des personnes qui avaient besoin de travailler sur un ancrage, de travailler sur de la préparation d'objectifs, sur de la préparation mentale, sur des fondamentaux de communication, etc. Donc, je pouvais accompagner les gens au premier étage, on va dire. Voilà, parce que j'avais grimpé. Et donc, je savais et j'avais bien intégré en plus comment grimper le premier étage. Donc, du coup, je pouvais accompagner des personnes. Après, la deuxième chose qui m'a fait me dire que j'aurais eu du mal à atteindre ce niveau, c'était plus un aspect de temps et de finance. C'est-à-dire que je me disais, j'aurais jamais le temps que je me forme, le prix que ça coûte de se former. Hein, quand tu veux te former à ces formations, c'est des formations professionnelles, c'est pour l'usage professionnel, donc ça a un coût. C'est pas voilà. Et en plus, c'est des véritables compétences qui sont pour moi quand même intéressantes, importantes. Donc ça a une valeur et donc ça avait un coût. Et je me suis dit, ben moi, tout de suite, avec mes 800 euros d'ACDIC, 800 euros de loyer, ma fille qui était partie avec sa maman parce qu'on s'était séparés, etc., il allait falloir que je gagne suffisamment ma vie pour déjà subvenir déjà à mes besoins. Donc, comment aller me payer, comment m'arrêter de travailler pendant des semaines pour me payer, surtout sans budget offert, tu vois. Et en fait, ça, ce qui est très drôle, c'est que au moment où je me suis dit ça, dans les 2 mois qu'on suivi, j'ai créé ma chance dans une réunion à Pôle emploi. Et j'ai fait une demande de savoir si des financements étaient possibles parce que je voulais passer à un niveau supérieur pour accompagner les entreprises parce que ce que je proposais, c'était un peu trop limité par rapport à ce qu'on pouvait faire avec les entreprises dans l'accompagnement du bien-être, enfin du bien-être, de la gestion du stress et toutes ces choses. Et en fait, j'ai osé poser une question en faisant conscience à mon inconscient, conscience et confiance à mon inconscient qui savait ce qui était bon pour moi à ce moment-là. Et cette question m'est revenue en tête plusieurs fois dans la réunion, plusieurs fois, demande s'il finance des formations en PNL, en hypnose, en coaching. Mais je pensais, hein, je présupposais que la réponse serait non, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit que c'était non, etc. Et j'ai quand même posé la question en rigolant et en disant, ouais, tout hasard. Et le gars me dit, écoutez, il y a un nouveau budget, c'est possible, peut-être que si c'est pour du complément en compétences par rapport à votre projet, j'étais à l'ACRE, hein, j'étais sous le dispositif de l'ACRE, si c'est pour avoir des compétences complémentaires à ce que vous faites. Et il me dit, oui, c'est possible, je vais vous faire passer par un cabinet qui va évaluer votre projet pour voir s'ils peuvent faire débloquer de l'argent pour votre projet. J'avais zéro, tu sais, que quand tu es obligé de faire enfin, tu n'es pas obligé, mais de faire qu'on appelle ça, une étude de marché. Personne m'a dit, vous avez une étude de marché? J'ai dit non. Les 14 autres à côté de moi, ils avaient tous, oui, on a une étude de marché. Moi, j'étais là, non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais même si j'en ai pas, si demain on me dit que le marché, il me permettra pas de faire ce que je veux faire, parce qu'il n'est pas prêt, alors dans ce cas-là, je le préparerai, je prendrai le temps de le préparer. Mais moi, ce que je veux faire, c'est tellement important que si le marché n'est pas prêt, bah, tant pis, j'attendrai qu'il soit prêt, mais ça va venir, parce que c'est l'avenir. Et la personne avait aimé cette posture-là, et elle m'a fait débloquer, enfin, elle m'a accepté des formations, et par un concours de circonstances complètement incroyable, voilà, magique, j'ai eu 13 000 euros de formation, qui était improbable, puisque chacun devait avoir une limite de 2 000 euros. Et donc, 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, je me retrouvais sur les bancs de la formation de Paul Pironnet, parce que j'avais eu un budget tombé du ciel pour pouvoir prétendre à ces formations. Et donc, c'est pour ça que les choses ont été plus vite. Hein. C'est parce qu'il n'y a aussi, pas que la compétence, mais il y a aussi la providence. Voilà. La connexion avec l'univers qui permet effectivement de faire. On ne sait pas quand pourquoi. Tu es
tu es sur ta voie, tu poses des pas, tu oses, tu provoques ta chance en faisant certaines choses que tu n'oses pas faire et que tu dis je vais le faire quand même, etc. Et paf, 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 il y a des choses qui se passent et qui font que ton ascension, tu pensais qu'elle allait mettre des années, et d'un coup, paf, tu fais un espèce de saut quantique. En fait, moi, en 2010, j'ai fait un saut quantique. Et après cette formation-là, j'ai dit à Paul, comme je me sentais plutôt bien dans mes baskets, j'ai dit à Paul, et si on crée un séminaire qu'on co-animait tous les deux? Et j'ai créé un séminaire qui s'appelait l'Expérience Diamant sur une journée de transformation. C'est là que j'ai fait travailler à l'époque David Laroche pour faire la communication, parce que lui n'était pas encore lancé en tant que ce que vous connaissez aujourd'hui. Et, euh, et c'est comme ça que en fait, j'ai commencé on va dire, à plus oser entreprendre des choses en dehors de simplement avoir un cabinet, de recevoir des gens pour les accompagner. Ok. J'ai une question aussi de Mézois, de Méram Mézois, qui dit, selon vous, les réseaux sociaux sont-ils incontournables dans la réussite d'un entrepreneur, voire dans le début d'un projet d'entrepreneuriat? Je complète un petit peu la question avec Alors une c'est toujours pareil, on ne peut pas faire de généralité. C'est-à-dire que c'est quel est le projet d'entrepreneur, quelle est la cible, quel est l'objectif, à qui ça s'adresse, quelles sont les options de développement, de déploiement, de communication. Les réseaux sociaux, ça peut être un moyen. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moyen qui est quand même super intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose et que tu communiques sur ce que tu fais, sur tes produits, sur tes services, tu as des hashtags, des noms, enfin, comment on appelle ça? Alors, je perds les noms, mais bon. Les systèmes informatiques font que ça te met en relation avec des personnes qui sont intéressées par ces sujets, etc. les Donc, algorithmes. les algorithmes, donc tu peux plus facilement connecter, on va dire, en plus maintenant tu peux même faire un certain nombre de métiers à distance. Hein. Avant tu vendais des fringues dans une boutique, maintenant tu peux vendre des fringues à distance. Avant tu faisais de la consultation dans un cabinet, maintenant tu peux faire de la consultation via Visio. Moi aujourd'hui j'ai des clients de partout. Pourquoi? Parce que c'est les réseaux sociaux, YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a pas mal de choses, mais aussi Facebook, un peu Insta, un peu TikTok, mais surtout Facebook, qui font que les gens voient un certain nombre de choses, voient mes vidéos, au bout d'un moment se disent, ben, ce gars-là, je vais le contacter, et qui me contactent pour travailler. Mais ça, c'est parce que c'est mon activité, parce que je communique beaucoup, je donne du contenu sur ces réseaux, et donc ça permet aux gens de faire connaissance avec moi, d'aller voir ce que je fais, ce que je dis, et si ça leur convient, si ça leur correspond, ben, au bout d'un moment, ils vont se dire, ben, je le contacte. Le site internet, il n'est pas tout à fait terminé, ça fait un moment qu'il est pas terminé, mais c'est pas grave, il y a quand même quelques personnes qui voient et qui disent, ah ben, j'ai vu votre site, bon, ça leur suffit. En fait, il y a plein de moyens. Il n'y a pas une panacée, il n'y a pas une technique. Si les réseaux sociaux, ce n'est pas ton truc, tu as sûrement d'autres options qui peuvent exister. Notamment d'ailleurs, il va y avoir le Web3 qui va arriver, qui est déjà là d'ailleurs, hein, et qui va permettre de pouvoir créer des communautés de personnes, des formations, des choses, mais sans forcément être sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc ça, c'est encore un nouveau système qui va se mettre en place. Ça va être un peu la nouvelle formule du web. Donc, On en a tous les jours. je ne sais pas pourquoi les réseaux sociaux sont une question pour toi, mais en tout cas, ça peut être un très bon levier, un très bon moyen, si tu sais être présent sur les réseaux de la bonne façon et en faire le bon usage. Et si c'est pas ton truc, ou si tu sais pas faire, ou si tu es mal à l'aise avec ça, il y a sûrement d'autres options. Après, il suffit de les étudier et de voir de quelle façon tu peux t'y prendre. Mais il y a encore un monde en dehors des réseaux sociaux. Hein. Tu peux connecter des gens en dehors des réseaux sociaux. Tu peux aller à la rencontre de gens en dehors des réseaux sociaux. Donc, il y a plein de vies en dehors des réseaux sociaux. Heureusement, heureusement. Guillaume, je voudrais qu'on vienne un petit peu sur les moments où tu as commencé dans l'entrepreneuriat. Et quand on commence effectivement à créer un job, généralement, on est dedans à 100, 200, 300%, c'est-à-dire que quelque part, on a 48 heures d'intérêt pour notre job dans une journée de 24 heures. Mais il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a les copains, il y a la vie familiale, il y a éventuellement les enfants. Comment tu as géré l'équilibre entre les deux quand tu as commencé? C'est quoi tes stratégies que tu as mis en place?
moi, j'ai pas fait beaucoup de. J'ai pas dissocié parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'était ce qui m'animait. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois, il n'y a pas Guillaume et puis son activité pro. Il y a Mhm. Guillaume, c'est de toute façon, avant même que ce soit une activité pro, j'étais cette personne qui aimait écouter les gens, qui aimait analyser, qui aimait expliquer, même si j'avais pas toutes les connaissances et toutes les compétences que j'ai aujourd'hui pour le faire, mais ça faisait déjà partie de moi. Donc, moi, personnellement, j'ai pas fait de grosses différences. Après, sur le plan amical, en fait, j'ai toujours été sensible à la qualité, en bon tête-à-tête, hein, sous-type Enneagramme tête-à-tête, et j'ai toujours été sensible à la qualité de la relation à l'autre. Et donc, j'ai, ça a toujours été important pour moi de pouvoir avoir des moments de qualité, d'attention, de présence avec des personnes, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit. Alors après, bah, l'idée c'est que c'est pas tout le temps, hein, parce que si tu fais que ça, bah, si tu n'as plus vraiment de temps pour travailler. Mais l'idée c'était de. Donc j'ai trouvé un juste équilibre en fonction des périodes dans lesquelles j'étais. Toi, il n'y a pas une règle, encore une fois. J'ai pas édicté une règle. Je me suis adapté. Et quand j'ai senti qu'il y avait des personnes pour qui c'était trop de présence ou trop d'absence ou trop d'éloignement et que je sentais que ça posait problème, bah, hop, je me réajustais. Tu vois, c'est une espèce d'intelligence adaptative relationnelle, en fait, que j'ai mis en place depuis le départ de mon activité. Ouais, Donc voilà, après j'entends. j'avais une autre chose que je voulais dire, mais je me souviens plus ce que c'est. Non, j'entends bien ce que tu dis, mais tout ce que tu nous partages là, c'est effectivement l'adaptabilité face à l'autre, en fait. Mais l'adaptabilité face à toi, face à tes besoins, à tes ressentis, à tes moments où tu Ah ben disais, moi je oh, les écoute, ouais. ça Bah en suffit. fait je les ai écoutés selon les périodes. Tu vois, en fait D'accord. moi je fonctionne beaucoup au présent, à ce qui vient. Je mets pas de règles en place. Moi, j'ai des Ok. règles qui sont implicites. Elles se mettent toutes seules selon les circonstances. Mais tu vois, je me dis pas, ah, parce que je vais être entrepreneur, alors je vais consacrer 62% de mon temps à faire ça. Tu vois, comme les gens qui disent, oui, le 80-20, le machin, le truc, les chiffres, tout ça. Moi, ça me parle pas, ces trucs de chiffres, de pourcentage, de cloisonner sa vie avec tant de pourcents pour sa famille. Je suis pas un comptable, en fait. Je suis pas dans la comptabilité. Je suis dans la vie qui me traverse, les envies, le fait d'être attentif à l'environnement et de voir ce qui est juste, pas juste. Et donc, je me suis en permanence adapté. Et j'ai été très, très pris évidemment par mon activité professionnelle, puisque c'est une réflexion de tous les instants. Et parfois, ben non, je coupe parce que j'ai envie d'être présent avec les autres, parce que j'ai envie juste d'être dans la légèreté, dans l'amusement. Toi, il y a des gens qui disent, mais tout ce que tu sais, quand tu es en soirée, tu dois décortiquer les gens. Ben, c'est vrai qu'il y a une petite déformation professionnelle et que j'ai une capacité à percevoir des choses. Mais à ce moment-là, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Donc, je suis là je suis là pour du loisir, je suis là pour de la relation, je sais pas, conviviale, etc. Bah, je me mets là-dedans et je suis dans cet instant présent, comme ça. Voilà. Et donc, après, parfois, bah, il y a des petits dérapages. Dans ces moments conviviaux et de loisirs, pouf, je ramène des réflexions, des analyses ou un sujet de conversation et je me rends compte. Et si les gens me font oh, ben je me dis ah non, là, c'est pas le bon sujet. Tu vois, donc ça se fait sans édicter des règles précises. Voilà. Pour moi, j'ai Ouais, pas besoin. Mais chacun fait comme il veut. bien sûr. En fait, toi, tu as eu cette stratégie de dire, OK, en fait, j'écoute les besoins et j'y satisfais quelque part, que ce soit les besoins des autres ou les miens, en fonction du Exactement. moment où ça se manifeste, je vais le satisfaire. Et c'est ça qui continuellement, en fait, te porte pour Moi, aller encore plus loin, c'est la liberté pour d'être. avancer. Voilà, la liberté C'est d'être, la liberté absolument. d'être et l'intelligence adaptative aux circonstances. OK. Et c'est Voilà. ça. Est-ce que là, c'est utile d'être présent pour les autres? Est-ce que là, c'est inutile d'être présent et je peux partir dans ma tête ou je peux couper, enfin, je peux arrêter de faire ça pour pouvoir peut-être consacrer de l'énergie ou du temps au travail, etc. Mais je ne suis pas
un ayatollah du travail, je suis pas tu vois, enfin, il faut tout. Voilà, je combine en fonction des circonstances. Ok, là je te confirme qu'effectivement la présence est quand même importante et tu nous en donnes un très très bel exemple. C'est vraiment formidable. Tout ce que tu nous dis, ok, tu vis à l'instinct, etc. Mais je suppose que quand tu as commencé euh, euh, comment dire, tout ton boulot d'indépendant, tu as eu affaire à des gens qui t'ont dit ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, mais tu avais une bonne place, pourquoi tu quittes tout? Oh là là, mais Ouais. c'est dangereux ce que tu vas faire, tu vas te casser la figure, tu es sûr que tu as raison. Est-ce que tu as connu ça? Comment tu as géré? Oui, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait? bah, j'ai surtout écouté, tu sais, moi, enfin, j'ai été longtemps en référence externe, mais depuis un certain temps, je suis plutôt en référence interne et en Tu peux nous validation définir, interne. pardon, tu peux nous Référence, définir c'est-à-dire que en fait, la vie, des- la vie des autres, c'est la vie des autres, leur réalité, leur monde, leur perception des choses, leur peur. Mon monde à moi, je l'ai trop longtemps laissé être défini par la vie et par la vie que les autres pensaient qu'il fallait que j'ai. C'est normal d'ailleurs, parce que quand tu arrives au monde, bah, tes parents te définissent euh, un cadre, une vie, etc., etc. Ils te disent, la vie c'est comme ça. Ta parent, tes éducateurs, la société du moment, voilà, la culture du moment dans lequel tu grandis. Tu es cultivé comme ça. Sauf que moi, j'ai une forme de liberté interne. J'ai besoin de m'auto-définir. J'ai besoin de m'auto-réaliser. J'ai besoin de faire les choses selon et de faire mes expériences. J'ai besoin de me planter. J'ai besoin de me faire mal si à un moment donné, ça fait mal et que je me dis, bah, ce truc-là, j'ai quand même envie de le faire, même si je prends le risque que ça fasse mal. Donc, à la fois, j'étais partagé, mais j'avais ce truc en moi. Moi, quand j'étais gamin et qu'on me disait, Guillaume, si tu fais ça, tu vas être puni, et comme ça, je le faisais quand même. Si j'estimais que c'était un truc que j'avais envie de faire. Et quand on me disait, OK, bah, puisque maintenant tu es puni, tu restes dans ta chambre et t'es enfermé dans ta chambre, bah, je sortais par la fenêtre. Donc, du coup, j'ai toujours fait en fonction, j'ai toujours suivi, même si on me disait que cet instinct ou que ces intuitions ou que ce que je ressentais était dingue, était fou, était risqué, je me suis toujours dit, bah, tu es dingue, tu es fou, tu es risqué, mais c'est toi. Tu es comme ça et tu as envie de le faire. Donc fais-le. Et donc un jour, mon père, le 1er janvier, hein, pour la nouvelle an 2010, me dit alors, t'en es où de ton activité, ça marche en ce moment? Et je lui dis, pas trop. Hein. Il me dit, ouais, tu avais plein de projets qui devaient se faire, plein de gens. Je dis, ouais, mais les trucs, ils ont pas pris, etc. Et il me dit, bon, ben, il te reste encore combien de temps des aides? Parce que j'étais à l'époque encore sous le fait d'avoir quelques aides à CEDIC. Je dis, bah, il me reste jusqu'au mois d'octobre. Et il me dit, bon, bah, il serait peut-être temps d'être raisonnable et puis d'arrêter de poursuivre ce rêve illusoire, hein, ou ce truc que tu as envie de faire là, qui est pas très raisonnable, en fin de compte, puisque tu vois bien que ça marche pas, et puis de commencer à te trouver un travail. Et là, j'ai eu une colère qui est montée. Ah ouais. Une colère, ouais, là, j'ai dit, à l'époque, j'avais déjà, j'avais 35 ans. Donc voilà, ou un truc comme ça, non pas 35, mais 37, je crois. Et, euh, et là, ça a été le coupage de cordon, tu vois. J'ai dit, Mhm. je suis monté en colère et j'ai dit, écoute, je lui ai dit, là, tes conseils, je lui ai dit, j'en ai pas besoin, je te les ai pas demandés. Ton ton péremptoire, ton ton, on va dire, de directif, tu vas faire ça, mon petit père, il me dit ça sur un ton un peu paternaliste, on va dire. Bien Et sûr. je lui dis, non, 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 je lui dis, ça, c'est terminé. Je lui dis, c'est plus toi qui décide ou qui détermine ce que je vais faire dans la vie. Je ferai peut-être mes erreurs, mais je les ferai. Et j'en tirerai les conclusions, et j'en tirerai les conséquences, et je paierai le prix qu'il y aura à payer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire les choses. Il me dit, oui, mais tu sais, il y a plein de gens comme toi qui se retrouvent à la fin de leurs ascédiques, qui n'ont toujours pas réussi et qui se retrouvent à vivre dans leur voiture. Et j'ai dit, bah, si pour me réaliser dans la vie et faire ce qui est vraiment important pour moi, je dois finir par vivre dans ma bagnole, je ne dis pas que c'était mon projet, hein, Mhm. mais j'irai jusqu'au bout. Et si je dois me retrouver à vivre dans ma bagnole, ben, je vivrai dans ma bagnole. Mais j'ai bon espoir que ça ne se passe pas et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se passe pas. Et donc, je suis arrivé à la fin
de ces 8 mois ou 10 mois, à la fin des aides, et j'étais arrivé à avoir ce petit supplément d'activité qui fait que j'ai continué. Mais j'ai continué, évidemment, comme je disais tout à l'heure, en bon bricopreneur pendant des années, à vivoter avec des hauts, des bas. Et ça ne m'empêchait pas de continuer d'apprendre. Moi, je considérais que j'étais un étudiant. Je me disais, pour faire un médecin, il faut 7 ans, il faut 10 ans. Moi, je me suis lancé dans cette activité. J'ai appris, on va dire, la théorie pendant des années, mais je pratique concrètement que depuis peu. Et pour faire ce genre de métier et bien le faire, je pense que ça demande vraiment du temps quand même pour arriver à un certain capacité d'accompagnement, à un certain niveau. Donc, je considérais que j'étais étudiant. Je me disais, moi, si les 3, 4, 5 premières années, je ne gagne pas correctement ma vie avec ça, c'est pas grave. Je me débrouillerai, je trouverai des solutions, mais je n'arrêterai pas par rapport à ce critère de financier. Pour moi, ce n'était pas possible que l'argent définisse ma réalisation de vie, ma réalisation d'âme ou d'être dans la vie. Ok, il y avait un feu intérieur qui était beaucoup plus fort en fait que toutes les contraintes physiques et environnementales, enfin, dans le sens effectivement Et entourage. c'était tellement fort que tu pouvais venir et me dire n'importe quoi pour essayer de me faire peur. J'avais une puissance qui montait dans le ventre, dans la poitrine, et qui disait mais je ne vous rendais pas compte jusqu'où je suis capable d'aller pour cette réalisation qui me paraissait essentielle, vitale pour moi, pour mon existence, pour ma vie. Et si les autres, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre vie, c'est votre avis. Très bien. Je préférais que vous me souteniez. Je lui ai dit à mon père, je préférais que tu me soutiennes, que tu m'encourages, que tu me dises, OK, j'y crois, je crois en toi, tu vas y arriver, plutôt que tu me transmettes toutes tes peurs. Mais je lui ai dit, si tu me transmets toutes tes peurs, j'avais déjà conscience de ça à l'époque. C'est certainement que ça vient résonner avec celles que j'ai déjà et qui sont là à l'intérieur de moi. Donc, c'est OK, mais par contre, je veux plus. C'est terminé, je n'écouterai pas tes propres peurs. Je suivrai mon cœur et j'irai au bout de ce que je veux faire. Ok, quelque part, tu lui as rendu sa responsabilité pour ne prendre que ce qui te concernait toi. Et j'ai pris surtout la mienne de responsabilité. J'ai arrêté de me sentir la victime des autres. Aussi, complètement. Eh bien, ça tombe bien parce que moi, je voudrais que tu nous fasses un petit peu, enfin, pas que tu nous fasses, en fait, j'ai juste envie de te demander si aujourd'hui tu te retournes sur tout le parcours que tu viens de nous exposer. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu ferais autrement? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Quelle synthèse tu pourrais en tirer? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire aujourd'hui? En fait, je me rends compte que chaque chose que j'ai vécue, et même même mes peurs, même mes angoisses, même mes erreurs de jugement, mes mauvaises décisions, tout ça, ça a été salutaire pour mon. Ça a été initiatique. En fait, j'ai le sentiment que ma vie a été une initiation, mais que ça a commencé bien avant. Okay. Je lisais un jour les enseignements initiatiques de la voie de la pleine conscience, donc tout ce qui touche au bouddhisme. Et je me disais, c'est dingue, parce que j'ai l'impression que la vie m'a fait vivre ces prises de conscience par tel et tel type d'expérience dans ma vie, mais de façon vraiment concrète, sans que ce soit un enseignant qui me dise, voilà. Et donc, j'étais pas conscient de ça. Donc j'avais l'impression que je faisais de la merde, pour être clair, que je faisais n'importe quoi, que ma vision qui sortait des sentiers battus, qui était non conforme, un peu, qui partait dans tous les sens. Je me disais, oh là là, mais c'est pas ça. Enfin, a priori, d'après ce que j'entends autour de moi et la majorité des gens, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça qu'on vit. Et tu fais certainement des erreurs et tu vas certainement peut-être te planter et peut-être que tu regretteras un jour. Et en fait, non. Parce que si j'écoutais mon cœur, ça me disait non, tu regretteras, tu vas pas regretter parce que tu vas aller au bout de toi-même, tu vas aller au bout des choses. Donc, quand je repense à ce que j'ai vécu, je me dis j'ai pas de regrets parce que chaque chose arrive en son temps. Chaque chose a son utilité. Et donc, je changerai pas grand-chose en fait. J'avais l'idée qui était un peu saugrenue, qui me paraissait un peu saugrenue, mais qu'un jour dans mon activité pro, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, j'allais pas avoir besoin de faire
des caisses de communication, etc., pour avoir des gens qui viennent et qui se forment, ou qui en tout cas qui viennent prendre des services avec moi. Je me voyais comme je disais souvent, je mettais la métaphore, moi je me vois un peu comme un vieux sage au fond d'une grotte, puis les gens passent, puis ils regardent, ils disent tiens, il y a un feu là, tiens, qui c'est celui-là? Ils s'arrêtent, ils arrivent, ils parlent, je les aide à résoudre quelque chose, et puis ils repartent tout contents en se disant ah putain, c'est cool d'être tombé sur ce gars-là pendant notre balade dominicale ou pendant notre truc. Et puis voilà, et je me voyais comme ça sans avoir besoin d'être à l'extérieur et puis d'aller donner aux gens des trucs, et, tu vois, de faire une communication. Et je l'ai fait quand même. Hein. J'ai testé des tas de choses. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, il y a ce que j'imaginais qui se passe après des années de haut, de bas, de péripéties, d'apprentissage, d'erreurs, de remise en question, d'approfondissement. Tout ça, ça a été utile. L'apprentissage, hein, j'ai vécu comme un apprentissage, et donc j'ai pas de regrets, et je ne changerai pas grand-chose parce que je trouve que mon expérience, elle avait sa raison d'être. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, si tu avais des jeunes qui venaient te voir pour lancer quelque chose, ce serait quoi les premiers conseils que tu pourrais leur donner, les premières clés, ou éventuellement les premiers pièges à éviter? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur conseiller aujourd'hui? C'est quoi que tu pourrais nous donner comme clé de départ, en fait? Avoir une vision et faire confiance à cette vision. Moi, c'est vraiment un des trucs sur lequel je me suis spécialisé, parce que c'est ce qui m'a beaucoup porté, cette vision. Je t'avais dit, hein, alors que j'étais encore vendeur et que je commençais à peine à m'intéresser au développement personnel, j'avais lu La prophétie des anges, 2-3 trucs. Un jour, je pose la question à des amis autour de la table et je leur dis, si demain vous n'aviez pas de limite de temps pour apprendre, ou d'argent, ou voilà, de moyens pour faire ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous feriez? Et là, ils m'ont sorti des trucs, et c'était tous des trucs qui étaient complètement au-delà de ce qu'ils faisaient, enfin voilà, et très différents de ce qu'ils faisaient finalement, concrètement. Et ils m'ont retourné la question. Là, j'étais un peu surpris, j'étais un peu quand même, on avait un peu bu, hein, donc j'étais un peu, voilà. Et là, je leur dis, je ferme les yeux comme ça, et je me vois en fait sur une scène avec un pupitre à côté, puis des gens dans une salle, et je sais pas, je suis en train de leur parler. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous devant autant de gens? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas. À l'époque, je savais pas que je pouvais être conférencier ou que je pouvais former, ou tu vois, j'avais pas cette vision. Pour moi, quelqu'un qui était sur scène, c'était un artiste, un chanteur, Oui, ou un présentateur, ou quelqu'un qui a une prestation à faire, ou un politicien, ou je sais pas, mais pas. Et moi, j'étais me sentais ni dans l'un ni dans l'autre. Mais ce que je savais, c'est que je faisais du bien. Et donc, je dis aux gens, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je dis, mais je suis sur scène et je fais du bien aux gens. Et à partir du moment où j'ai eu cette vision, ça a été une inspiration, tu vois, qui m'a ensuite qui est devenue une aspiration. Tu vois, c'est une inspiration qui est devenue une aspiration. Et ça m'a jamais quitté. Et pendant des années, tout ce que je faisais, là, tout ce que j'apprenais, les lectures, les trucs, tout ce que je faisais, il y avait en arrière-plan cette vision. Et en 2010, j'ai refait un travail de vision pour me projeter dans le futur, pour définir mon avenir. Et là encore, j'ai eu une vision qui était au-delà de ce que j'imaginais, que ce que je croyais possible à ce moment-là. Et ça s'est quand même réalisé pour une grande majorité des choses que j'ai mis dans cette vision. Et donc, du coup, ce travail-là, ensuite, je l'ai fait, je l'ai proposé aux gens, j'ai fait des ateliers, donc j'ai fait beaucoup travailler les gens sur cette notion de vision. Je l'ai comment on pourrait dire, affiné, complété par rapport à ce que j'avais appris à faire au départ. Et ça, pour moi, de pouvoir connecter à cette vision du devenir potentiel, avec tout ce que ça comprend de sous-jacent, de réalité en lien de neurosciences, en lien de ce qui se passe sur un plan quantique, sur un plan énergétique. Enfin, en fait, finalement, ce travail-là est relié à des choses qui sont concrètement explicables. Et je pense que c'est très important de faire ce travail. D'ailleurs, j'en profite pour te dire là, parce que j'y pense, que je vais certainement en proposer une encore, certainement bientôt, parce que je l'avais fait en début d'année pour la nouvelle année.
Et j'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, depuis cette vision, j'ai des tas de choses qui sont en train de bouger dans ma vie. Chaque fois que je fais un séminaire, je travaille avec la vision et ça amène des transformations qui sont, pour les gens, qui sont assez improbables. Moi, je sais pourquoi. Eux, ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Comme moi, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais voilà, donc j'ai envie de dire, faites un travail, en tout cas, allez la chercher, cette vision. Parce que si vous avancez dans le brouillard, vous pouvez essayer de vous connaître, travailler votre intuition, vous pouvez aller voir des voyants, vous pouvez. Si c'est pas votre propre, c'est pas votre, j'ai envie de dire, votre âme ou votre être profond qui vous dit c'est vers ça que tu peux tendre, c'est ça le potentiel que tu as. Souvent, dans un rêve, dans une vision de rêve que l'on a, il y a la place que l'on a le potentiel d'avoir dans le monde. Dans la vision de rêve, il y a la place que l'on a le potentiel d'avoir. Mais l'idée, c'est de réaliser ce potentiel. Ça ne Oui, se fait pas comme par une baguette magique. Donc, bien sûr. et la vie, quand tu cherches à réaliser ce potentiel, alors l'intelligence universelle, dont tu fais partie, puisque tu es une émanation une manifestation de l'univers, est là pour t'aider et pour te soutenir dans ce que tu fais. Et ce que je dis là, ça paraît très ésotérique. Il y a des gens qui doivent se dire, oh là là, surtout sur LinkedIn, ils doivent se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, etc. Et pour autant, c'est ce que disent effectivement beaucoup d'enseignants ou beaucoup de traditions, de philosophie, etc., parlent de ces aspects-là. Donc, avoir une vision pour clarifier des choses, avoir une direction qui s'ouvre, et de la bonne façon, parce que tu as des visions qui t'emmènent dans le mur, qui t'emmènent dans l'impasse, quand elles sont trop soutenues par la peur ou par une vision égoïque de réalisation plutôt égoïque, plus que de soi ou de l'être qu'on peut être sur cette terre, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Mais voilà, pour aller plus loin, les gens peuvent me contacter ou peuvent voir des vidéos. En tout cas, ça, c'est important, c'est cette notion de clarification et de vision. Ok, parfait. Et donc, on va avancer un petit peu. Guillaume, aujourd'hui, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi cette transformation psycho-comportementale, etc.? C'est quoi exactement Alors, aujourd'hui? l'idée, j'accompagne, et puis parfois j'accompagne aussi avec Cécile lors de séminaires, mais il y a des choses que je fais seul, en accompagnement individuel, par visio, ou alors dans des séminaires de transformation. C'est l'idée d'aider les gens à mieux se connaître, ou en tout cas à mieux connaître et comprendre les dynamiques de fonctionnement qui sont un frein ou qui leur amènent une limite dans ce qu'ils veulent faire. Et de transformer donc en eux, donc transformation de soi, c'est-à-dire de transformer ce qui dans leur nature, dans leur personnalité, soit dans leur nature n'est pas exploité, soit dans leur personnalité les empêche d'avancer parce qu'ils se racontent des histoires sur eux, parce qu'il y a tout un système de croyances, un système de valeurs, etc., qui fait que ça auto-bloque. Et souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent donc soit à pas oser partir, trouver la direction, trouver la voie, moi j'appelle voie, vision, orientation, identité, évolution, d'accord? Donc, ils n'ont pas la vision, la bonne orientation, l'identité qu'ils souhaitent développer, et donc ils n'arrivent pas à évoluer et avoir l'énergie d'avancer. Soit ils sont déjà dans un axe, mais ils arrivent derrière un genre de plafond de verre, quelque chose qui fait que ça ne veut plus avancer. Et c'est parce que sur le plan psycho-comportemental, ils ont fait le tour. Et tu sais, comme on dit, le propre de la folie, c'est de continuer de répéter les mêmes comportements, ou en tout cas sur la base des mêmes réactions, des mêmes façons de penser, des mêmes réflexions, et d'obtenir toujours les mêmes résultats et de se dire, en fin de compte, là, je ne comprends pas, ça ne passe plus. Et en fait, au-dessus du plafond de verre, il y a la dimension plus spirituelle de la personne, des choses et de la personne. Et généralement, ce qui fait que les personnes sont derrière un plafond de verre, c'est parce qu'ils n'ont pas accédé à cette cohérence, à cet alignement psychospirituel, soit parce qu'ils n'en sont pas conscients, soit parce qu'ils ne croient pas que c'est possible, soit parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Et donc, moi, mon job, c'est d'aider les personnes à avoir cette compréhension, à avoir cette transformation et aller vers cette réalisation de soi, donc il y a une réalisation plutôt psycho-spirituelle et comportementale qui se traduit dans la vie professionnelle de façon incarnée, de façon concrète, par le fait de faire une activité
qui est plus alignée, plus cohérente, plus en adéquation avec les personnes, et puis qui du coup produit des résultats plus satisfaisants. Ok, impeccable. Donc, on peut te retrouver effectivement sur ton site, hein, andré-guillaume-institut, c'est ça.fr, Tout ou à fait. sur ta page Facebook, éventuellement. Je crois que tu disais aussi que tu étais sur Instagram, peut-être, non? Quelque chose comme ça, j'avais cru Alors, comprendre. je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Sur LinkedIn, j'ai un compte, mais j'y vais quasiment jamais. C'est pas du tout le réseau C'est sur pas bien. lequel. Oui, c'est pas bien. C'est vrai que c'est le réseau, pour moi, c'est le réseau sur lequel je vais pas trop. Et pourtant, Peut-être c'est parce que Oui, mais en même temps, tu sais, LinkedIn, c'est très corporate, hein. Je salue hein, tous les gens de LinkedIn, mais c'est très corporate, c'est très image professionnelle, posture professionnelle, réseau professionnel. Et moi, je tiens un discours qui peut paraître un petit peu ésotérique hein, à certaines personnes, même si c'est pas du tout ésotérique en fait en réalité. Mais du coup, je me dis, je vais pas trop officier sur cet endroit parce que j'ai le sentiment que voilà, c'est peut-être pas forcément là qu'il y a le plus de. Mais c'est peut-être complètement une croyance d'ailleurs hein, et peut-être totalement une erreur de ma part. Mais amené. pour l'instant, en tout cas, j'ai pas senti cette appétence à aller sur ce réseau-là. Voilà, donc Même si chacun je fais de fait la cohésion d'équipe, hein. Non, mais même s'il y a pas, je fais des trucs très corporate, très cohésion d'équipe, tout ça, tout ça. Mais mais c'est pas le réseau sur lequel je communique. OK, il n'y a pas de souci. Donc Instagram, TikTok, Facebook et puis Voilà. et Bah, et YouTube. YouTube. YouTube, C'est sur la chaîne, ils peuvent avoir beaucoup de contenu. Donc, c'est la voilà, meilleure façon de. absolument. YouTube, c'est Guillaume, très en bien. gros, pour la suite, tu as des dates, des rendez-vous à nous indiquer, à nous proposer ou quelle est la vision de Guillaume pour Prochaine date, ça aujourd'hui? va être fin du mois en Belgique pour un séminaire de la connaissance à la transformation de soi en compagnie de ma partenaire Cécile Flora. Donc, on est tous les deux à co-animer un séminaire qui permet aux gens de déceler dans leur personnalité un aspect de personnalité qui les limite et de le transformer, de travailler avec tout un tas d'outils, PNL, hypnose, pleine conscience, pour les amener à une transformation, ou en tout cas un début de transformation sur ces 2 jours qui va se poursuivre pour les personnes généralement sur les semaines qui suivent. Et le 6 et 7 juillet, mais je crois qu'on est complet maintenant sur le 6 et 7 juillet à Annecy, dans un superbe hôtel au bord du lac, etc. Mais ça, voilà, je crois qu'on est complet, donc je veux pas. Mais on aura d'autres séminaires de cet ordre-là. Et puis, tout début octobre, fin septembre, début octobre, j'anime une session de PNL. C'est la PNL à l'usage de la réalisation professionnelle, la réalisation de soi professionnelle. Je reprends la PNL, je prends la colonne vertébrale qui concerne ou qui peut intéresser les entrepreneurs. J'enlève tout ce qui est des outils pour les thérapeutes spécifiques pour faire de l'accompagnement thérapeutique, pour garder quelque chose qui est très clair et qui permet aux gens de travailler sur leur projet professionnel, mais en passant par les étapes qui sont des étapes avec du contenu, du base, du tech, du prat, d'accord? Base tech, notamment, ce sera plutôt base tech, mais je réagence les choses par rapport à la pédagogie classique, hein, la pédagogie plus traditionnelle que j'avais apprise avec Paul, pour en faire un outil d'accompagnement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, enfin des gens qui veulent vraiment aller de l'avant sur un projet. Voilà, donc ça, ce sera sur Lyon, fin septembre, début octobre. Voilà. Ok, Et puis après, un livre. Voilà, je vais écrire un livre et sur tout ce qui touche à la réalisation de soi. Et puis voilà, et puis il va y avoir des sommets aussi. Je vais être sur des sommets en début d'année, là, enfin à la rentrée en septembre, sur 2 sommets différents. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui se mettent en place. très occupé, très, très occupé. Bah, écoute, Guillaume, on arrive à la fin de notre échange. Encore une fois, énormément de merci pour toute la valeur que tu nous as apportée, pour toute cette gentillesse et cette transmission que tu as mis avec
cette joie et cette humanité, je dirais, qui émanent de toi, il n'y a pas de souci, hein, on le fait comme ça. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est avec joie, hein, et merci à toi pour ta confiance, pour m'avoir invité, et puis pour ce que tu fais. Bravo, Eliane, pour le fait de mettre en place ces interviews, de bien les préparer, de bien les structurer, de prendre le temps, de faire les choses à l'avance. Je peux te dire que dans le monde d'aujourd'hui, où des fois les gens lancent un peu des trucs comme si, voilà, c'est parfois un peu bâclé, c'est un peu fait vite fait, etc. Toi, tu es bien structuré, tu prépares bien les choses, tu le fais avec beaucoup de soin. Voilà, tu prends soin des personnes que tu vas interviewer. Donc, bravo à toi parce que c'est très professionnel. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te dirais simplement que j'essaye de faire en fonction de ce que j'ai envie d'amener et de ce que j'aimerais qu'on m'amène. Donc, voilà, tu vois, ça se rencontre. Moi, maintenant, juste, je vais vous redonner rendez-vous pour mardi prochain. Alors, étant précisé que je devais avoir un entrepreneur qui, malheureusement, m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a eu un décès. Ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, on aura quelqu'un, je dirais pas au pied levé, mais que j'ai pu contacter qui m'a dit oui. Alors, c'est pareil, ça va être quelque chose d'intéressant parce que c'est tout ce qui est les valeurs et les besoins photographiques. Alors, ne le loupez pas, ce sera mardi prochain, à nouveau à 20h45. Guillaume, je te remercie. Et puis, j'espère pour vous tous que ça vous a apporté un petit peu de valeur et que vous avez pu y trouver peut-être quelques réponses. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Bisous, bisous.